Ok, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin avec Node.js Express en voyant tout ce qui est API. Donc est-ce que ça parle à quelqu'un la notion d'API? Est-ce que tu peux m'expliquer? Vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Donc qui En gros, c'est du code qui est une sorte d'extension de l'application ou un site qui permet d'utiliser des fonctionnalités d'un site ou d'un programme dans un autre programme. De manière simplifiée. Voilà, c'est à peu près ça. Mais en gros, le principe d'API, ça ne s'applique pas forcément qu'au site ou autre chose. C'est un principe vraiment de programmation. Donc, ça s'appelle Application Programming Interface. Et donc, ça représente un ensemble de fonctions et de procédures permettant la création d'une application qui accède aux fonctionnalités ou données d'un OS, application ou tout autre service. Donc, plus généralement, et dans une explication qui permet de mieux ingérer, tout ce que vous allez créer qui va vous permettre d'interagir avec quelque chose et qui a un but précis, donc quelque chose qui peut être, qu'on va pouvoir dire qui est suffisant à lui-même, on va pouvoir qualifier ça d'une API, parce que ça va être une interface de programmation vous permettant d'interagir avec quelque chose. Donc, cette API, ça peut décrire un paquet logiciel permettant d'interagir avec quelque chose, comme je vous l'ai dit, par exemple un OS ou un système de fichiers, mais aussi pour les sites web, comme vous a expliqué votre camarade. Donc, on a des interfaces sans interface utilisateur qui permettent de venir récupérer uniquement de la donnée et d'utiliser les fonctionnalités du site dans un client tierce ou des logiciels extérieurs. Donc, en partant de ça, il y a de très grandes chances du coup que vous ayez déjà utilisé une API. Et d'ailleurs, dans les cours qu'on a pu faire, les moments où vous renvoyez uniquement de la donnée, et donc il n'y a pas de template, il n'y a rien, on pourrait qualifier ça d'une API web, qui a envoyé juste des données et pas autre chose. Donc, les API, il y en a des bonnes comme des mauvaises, mais on en retrouve surtout des mauvaises car il est très difficile d'en faire des bonnes. Donc, on va voir un petit peu les principes aujourd'hui sur comment former votre API, entre guillemets, d'une manière pérenne. Donc, comme je vous ai dit, les API web sont un petit peu différentes des API traditionnelles. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une API qui est disponible à toutes les personnes possédant l'adresse ou tombant dessus par défaut. Donc ça veut dire que tout ça c'est public et que si jamais on ne le sécurise pas un petit peu, Jackie il peut y accéder sans limite. Et on sait tous avec Internet, c'est pas le monde des bisounours. Les gens vous veulent plus souvent du mal que du bien. Du coup, un petit peu de sécurité, ça vous aidera à ce niveau-là. Et bien sûr, une API, contrairement à une interface de programmation, comme je vous ai expliqué juste avant, ça peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps, voire plusieurs milliers de personnes en même temps. Donc il est important que votre API ne change pas souvent et que quand elle change, ces changements soient visibles de l'utilisateur. Parce que 1000 clients qui concernent 3-4 applications différentes, qui consomment vos données, qui tombent d'un coup, c'est des business qui flanchent et c'est vous qui flanchez derrière. Donc, vous allez me dire, pourquoi créer des API? On a des choses qui sont déjà bien et qu'on s'en sort bien aujourd'hui, alors pourquoi faire ce genre de choses?
Eh ben, l'API, ça va nous permettre de partager des données. Donc, on retrouve dans le web et de plus en plus des API publiques permettant de récupérer des données, type SNCF. On a pas mal d'autres choses qui nous permettent de récupérer des données géologiques et tout ça. Donc, ces API publiques et ouvertes à tous nous permettent de monter des projets sur des données précises qui sont publiques et ouvertes à tous. Ça permet aussi de récupérer à des tiers des informations qui sont au sein de votre système. Disons que demain, vous voulez vous intégrer avec, je ne sais pas, quel outil sur votre plateforme. Et bien, en créant une API, disons par exemple Alexa. En créant une API, vous allez permettre à Alexa de venir récupérer vos informations et de pouvoir créer un petit logiciel qui va permettre d'interagir par la voix pour votre site internet. Donc, c'est dans ces données-là que c'est intéressant. Mais aussi, on va voir d'autres cas intéressants. Ça va être accéder à votre service en dehors de votre site. Donc, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de donner une plus grande cohésion à votre business. Disons que vous faites de l'hébergement ou autre chose. Eh bien, vous créez un logiciel tierce qui va marcher soit sur votre mobile, soit sur votre ordinateur, et qui va venir consommer les mêmes données que votre site web. Donc, à partir de ça, on va pouvoir venir dire, eh ben, je peux gérer mon service à distance. Je n'ai pas besoin d'être chez moi, sur mon site web ou d'être contraint à une plateforme. J'ai tout ce qu'il faut, là où il faut, pour chaque client. Qu'il soit sur Windows Phone, Android, iPhone, Mac, PC. Non, Android c'est mort. Pardon, Windows c'est mort. Pardon. Mais ça permet aussi de réaliser un petit peu d'automatisation. Pourquoi on voudrait automatiser quelque chose? Eh bien, disons que tous les 30 du mois, je veux lancer ma facturation ou ce genre de choses. Eh bien, je vais pouvoir le faire via une API. Donner à l'ordre de mon site web de venir contacter tous mes clients et leur dire de payer maintenant. Donc ça, c'est possible et c'est faisable via une API. Et donc, c'est pour ça que souvent, on en crée là-dessus. Si on prend par exemple l'exemple d'un hébergeur web, eh bien, un hébergeur web, il va peut-être vous donner à vous une ligne de commande permettant de déployer des sites, de les dupliquer, de faire un backup de votre base de données, tout ça depuis votre ligne de commande. Donc on peut très bien imaginer installer cette ligne de commande sur un site et faire tourner tous les jours un petit backup de votre base de données ou différentes choses qui sont essentielles au site. Donc c'est pour ça que les API c'est assez important parce que ces outils-là vont venir communiquer avec. On va pouvoir venir donner toute une cohésion à un business qui n'en avait pas forcément avant. Donc nous, ensuite pour le web, ça va être aussi intéressant pour quelque chose. On va venir s'affranchir des règles qui ont régi l'espace serveur depuis maintenant 10 ans. En disant qu'un serveur, eh ben, on lit un moteur de template et ça fait un site. Et bien maintenant, on n'est plus obligé de faire ça. Comme on l'a vu l'année dernière, on peut faire des choses avec, par exemple, AngularJS, qui nous permettent d'avoir une web application. Qui nous permettent d'avoir une web application qui marche sur un browser directement. Donc ça nous permet d'avoir des interactions avancées et sans rechargement pour l'utilisateur, donc presque immédiates. On va pouvoir utiliser les dernières technologies au profit de l'utilisateur. C'est-à-dire que les dernières technologies, elles viennent avec beaucoup de choses intéressantes pour l'utilisateur. Parce que lui, il va pouvoir avoir toutes les dernières features de son browser qui sont prises en compte. On va pouvoir créer un site, un app, et tout ça fonctionnement sur la même API. Donc imaginons, vous êtes fan de Python, ce qui peut arriver, hein. Vous êtes fan de Python et vous ne voulez pas forcément utiliser du Django et ses templates. Donc vous faites tout simplement une API
et vous pouvez utiliser React derrière. Vous aimez J2E et XTJS. Donc ça, vous avez déjà probablement 40 ans, mais c'est pas bien grave. Mais vous pouvez l'utiliser quand même. Vous êtes un hipster, vous aimez Scala et Ember.js, c'est possible aussi. On peut faire absolument toutes les combinaisons qu'on veut du moment qu'on a un serveur, un langage serveur, ainsi qu'un petit framework JavaScript qui va vous permettre de faire le taf. Donc, en plus de bénéficier à votre utilisateur pour avoir de la performance et le confort d'utilisation à son niveau, vous allez vous aussi avoir un certain confort parce que vous allez travailler sur les dernières technologies et pas avoir à utiliser des technologies archaïques comme ce qu'on a vu. Donc, pour vous résumer ça, je vous ai fait un petit schéma. Donc, en haut, on peut voir le modèle traditionnel où l'UI est au niveau du serveur, donc UI User Interface. Et donc, le serveur, au moment de la requête, lui, il envoie les données plus l'utilisateur, l'interface utilisateur. Et le site web, lui, va lui renvoyer de temps en temps des datas quand un utilisateur va se connecter ou va s'inscrire, etc. Et donc là, on voit que le serveur est gros, est responsable d'une grosse partie, alors que le navigateur est quant à lui plus petit. Dans le schéma d'après, on a pris l'UI et on l'a mis au niveau de l'application. Donc nous, au niveau de notre serveur, on va venir un petit peu le maigrir. On n'a pas besoin de moteur de template, on n'a pas besoin d'injecter des données. On a beaucoup moins de choses à faire que ce qu'on avait avant. Et on voit qu'ici, en plus, on communique de la même façon avec nos 3 plateformes différentes. Donc, application, site web et logiciel. Qui, eux, grossissent un petit peu parce qu'ils prennent la partie UI et un petit peu de logique. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que la logique qui était sur le serveur, on va venir la déporter ici. Et donc, on va partager presque équitablement le travail qu'a à faire le serveur et le travail qu'a à faire le navigateur ou les différentes applications. Donc, on est de plus en plus vers cette philosophie-là où on va venir splitter les choses qui ne sont pas nécessaires au sein d'un élément et les donner à d'autres éléments, histoire de pouvoir faire des choses comme ça. Où là, ils communiquent exactement de la même manière en entrée et en sortie, c'est-à-dire qu'ils s'envoient par exemple des données JSON les uns aux autres. Est-ce que c'est à peu près compris les bénéfices d'une API à ce niveau-là? Donc bien sûr, les API web ne sont pas apparues comme ça d'un coup par magie. Elles sont ici depuis longtemps. Elles ont été destinées à répondre à une problématique de standardisation de ces choses-là. Donc, avant, si vous voulez, on avait un joyeux bordel d'API qui n'étaient pas standardisées et qui se comportaient d'une manière totalement différente l'une sur l'autre. Donc, pas de partage de données, intégration de services tiers très difficile au sein de nos services. Et donc, forcément, on a voulu créer des solutions pour ça. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de solution parfaite, mais elles sont meilleures à chaque itération. Ce qu'on va voir à ce niveau-là. Donc dans un premier temps, est-ce que quelqu'un connaît le SOAP? Oui, c'est savon en anglais, très bien. Mais c'est un petit peu différent. Donc SOAP, ça a été le pionnier de ces interfaces web, ces API. Donc, il a été créé en 1999, donc au final presque au début d'Internet. Donc c'est le premier effort de standardisation pour la communication entre les différents services, donc différents sites web ou encore logiciels et applications. Donc, il était bien à l'époque car ça définissait un standard de l'industrie. Par contre, on avait quelque chose qui était vachement compliqué,
parce qu'on avait besoin d'un outil pour lire le WSDL. Parce que, vous allez voir, c'est très différent de ce qu'on avait avant. On va avoir un outil qui va nous permettre de lire le WSDL. On va devoir télécharger des paquets pour pouvoir communiquer avec une nouvelle API. Donc c'était le premier effort à ce niveau-là. Donc un premier effort qui était ce qu'il était et qui était très bien à l'époque. Et on n'a pas aussi de notion de catégorisation. Donc c'est-à-dire qu'on va être sur une architecture complètement plate au niveau de ça. On ne va pas avoir comme ce qu'on a pu voir au sein d'Express, avec par exemple une route, ensuite derrière une nouvelle route et ensuite une nouvelle route, ce qui forme des URL. On ne va pas du tout avoir ce principe-là à ce niveau-là. En plus, cette technologie-là va se baser sur du XML. Le XML, face au dernier langage, va être quelque chose de très 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 lourd et très peu lisible sur des grands documents. Ça ne fait pas de lui un mauvais format, mais ça fait de lui un format moins performant et moins intéressant pour les API qui vont être destinés à cracher de l'information toute la journée. Alors. Donc le problème ensuite de catégorisation, donc comme je vous ai dit, c'est une architecture plate, c'est qu'on va avoir toutes nos méthodes à un seul endroit. Et donc chaque action va résulter en une méthode, et cette méthode, ça va juste augmenter exponentiellement. Donc, si on prend un petit peu l'exemple d'une API SOAP, à quoi elle pouvait ressembler, ça pouvait ressembler un petit peu à ça. Donc SOAP, c'était un ensemble de méthodes. S'il vous plaît. SOAP, c'était un ensemble de méthodes qui permettaient d'accéder aux données. Et ces méthodes n'avaient pas de parents ni d'enfants. Donc à ce niveau-là, on se retrouvait avec des choses comme celle-ci, avec des verbes au sein des noms de méthodes et pas forcément de structure logique à ce niveau-là. On voit même qu'on a des choses qui changent par rapport à ça. On a des get en majuscule, des get en minuscule, des choses qui switchent de position entre le get et le set. Donc on a une très grosse irrégularité au niveau des nommages des fonctions. Donc ensuite on avait beaucoup de fonctions à retenir. Donc là c'est un petit projet. On va dire là c'est quelque chose qui nous permet de gérer nos animaux. Mais pour une application professionnelle, on peut arriver à 100, 200, 1000 différentes fonctions comme ça à retenir. Et donc sans structure logique, eh ben, il faut un paquet de temps pour retenir tout ça et la maîtriser. Donc sur le long terme, c'est quelque chose qui marchait pas forcément. Parce qu'on avait un apprentissage très difficile et ça encourageait à créer des fonctions qui géraient plusieurs choses. Et ça, c'est pas bon du tout parce qu'en programmation, généralement, ce qu'on veut faire, c'est une fonction, une fonctionnalité. C'est pour ça que d'ailleurs, elle s'appelle une fonction. Donc ça, c'était la première standardisation qui a vu le jour. Pas parfaite, mais en tout cas, ça allait bien pour l'époque. Ensuite, le REST. Le REST est le standard actuel, celui qui est le plus utilisé au niveau des sites et celui qui est le plus robuste. Donc REST, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va s'inspirer un petit peu des fonctionnalités de SOAP, mais en corrigeant ses plus grosses erreurs. Donc le concept de REST, ça a été créé en 2000, donc au final juste après SOAP. Mais pendant son développement, on a vu beaucoup de changements et on a vu vraiment quelque chose de finalisé à partir de 2010. Donc, on va enlever principalement toutes les faiblesses du SOAP avec ce reste-là. C'est-à-dire que pas de WSDL bizarre pour accéder aux ressources.
où il faut le lire, parser, et ensuite on récupère toutes nos fonctions. On va avoir une architecture de multiples niveaux. On va avoir parents, enfants à l'infini. Donc on va avoir quelque chose de très compartimenté et assez facile à lire. Et donc une architecture plus simple à apprendre. On va avoir un design d'architecture qui va pousser l'utilisateur à faire une fonction par URL. Donc un simple principe. Donc ça va être quelque chose qui va être utilisé par plusieurs langages. Donc on n'a pas forcément besoin ici d'avoir un langage particulier vu qu'on est sur du HTTP. HTTP, c'est de simple communication en TCP/IP entre deux serveurs. C'est ce que vous utilisez au niveau de votre navigateur quand vous essayez de vous connecter à Internet. Tout simplement regardez le protocole HTTP, HTTPS, on est sur du HTTP. Et donc les API REST tirent parti de ça pour venir dire on est universel, pas besoin de paquet installé, utilise simplement une librairie pour faire des requêtes qui est normalement intégrée dans chaque bon langage. Donc, REST, il va aussi utiliser beaucoup de principes qu'on retrouve dans HTTP. Donc, premièrement, le principe des verbes HTTP. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler à quoi servent les verbes HTTP? On l'a vu un petit peu en cours ces dernières séances. On a vu deux verbes HTTP. Get et post. Get, à quoi il va nous servir? Voilà. Et post? Exactement. Ça va être le principe. On va voir que REST, en fait, il inclut un peu plus de verbes pour inclure un peu plus de fonctionnalités et de verbosité. On va voir aussi une utilisation poussée des codes HTTP. Les codes HTTP, ça va être quoi? 404, 503, 502. C'est les codes que vous avez peut-être pu voir lorsque vous naviguez Internet. Eh bien, ces codes-là, il en existe à peu près une cinquantaine, voire une centaine, qu'on va pouvoir utiliser pour indiquer à notre client, quel type de réponse on lui a faite. Donc, en combinant tout ça, on va avoir quelque chose de très explicite sur ce qu'on va vouloir dire à l'utilisateur. Et ce qu'on va vouloir dire au serveur aussi. Donc, avec cette bonne séparation des ressources et cette utilisation poussée de HTTP, ça fait du REST quelque chose de beaucoup plus simple à apprendre et beaucoup plus simple à prendre en main, que ce soit sur n'importe quel langage. Donc, si on fait quelques petits exemples ici, si on reprend notre API pour les chiens, s'il vous plaît, si on reprend notre API pour les chiens, ici la première méthode get/dogs, ça nous permet de récupérer toutes les ressources dites chiens. Donc on va récupérer tous les chiens qui sont présents dans notre base de données. Ensuite, on va récupérer dans un second temps, dans la ressource chien, la ressource Nasus. Donc on va récupérer un chien en particulier à ce niveau-là. On va voir patch. Donc d'ailleurs, normalement, c'est pas patch, je l'avais modifié, c'est put. Put, ça veut dire, on va venir ici mettre à jour la ressource qui fait partie de chien et qui s'appelle Beethoven. On va venir mettre à jour ce chien-là. On va supprimer le chien qui s'appelle Gordon. On va rajouter ici un nouvel owner. Et ici, on va rajouter au sein des owners, récupérer Monsieur Poulpe ainsi que les chiens qu'il possède. Vous voyez donc une structure logique qui est beaucoup plus claire à ce niveau-là, avec une bonne séparation des ressources. Donc, c'est sur quoi REST se base et qui, à mon avis, est très, très performante. Ensuite, on va voir le nouveau dans le domaine, donc qui s'appelle GraphQL. Est-ce que quelqu'un a entendu un petit peu parler de GraphQL? Eh bien, GraphQL, ça a été créé en 2012 par Facebook en interne pour répondre à leurs besoins. Et ça a été publié
en 2015 en open source. Donc, le premier draft est sorti en 2015, permettant de poser une base sur cette nouvelle chose-là. Donc, GraphQL, il prend un petit peu des choses de manière différente que REST et SOAP encore. Ici, en s'inspirant encore des erreurs qui ont été faites dans le passé. Donc là, au niveau URL, on va être super simple, on va avoir seulement une URL. Mais par contre, on va avoir derrière un query language assez puissant qui va nous permettre de dire je veux récupérer cette ressource-là avec ces différents paramètres, ces différentes liaisons, etc. Vous le verrez dans l'exemple juste après. Donc ça va être quelque chose de très puissant et de très explicite pour celui qui lit la requête. Donc c'est un standard assez jeune, vu qu'on est sur du 2015, qui évolue encore. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ça sert pour l'instant uniquement à avoir des données, à récupérer des données, mais c'est prévu au sein de Facebook de l'augmenter pour l'utiliser pour faire du temps réel. C'est-à-dire utiliser cet petit outil-là pour mêler temps réel et récupération des données. Ce qui ferait de ça un outil particulièrement puissant. Donc, on a aussi une adoption qui grandit, parce que forcément, quelque chose créé par Facebook, ça va prendre de l'ampleur. Facebook a toute une communauté derrière et est très actif à ce niveau-là. Et en plus, comme c'est le Cool New Kids, il va être implémenté dans tous les différents frameworks que vous pouvez utiliser. Donc, plutôt les récents AngularJS, on ne va pas forcément avoir quelque chose à ce niveau-là, mais tout ce qui est React, le nouveau Angular, Vue.js et tous les autres frameworks qui peuvent sortir ont un très bon support pour ce type de langage-là. Donc, si on regarde un petit peu un exemple, on peut voir que c'est comme ça. Donc, à ce niveau-là, dans la requête, on va venir définir notre schéma comme celui-là. Donc, on va récupérer un utilisateur qui a l'ID qui est affiché là. On va récupérer son ID, son name, son is your friend, différentes propriétés associées comme profile picture ou friend connection. Donc, c'est quelque chose qui est très verbeux, qui nous permet de dire, je veux ces données-là de cette manière-là. Donc, pour vraiment formater les données de retour, ce qui n'est pas disponible en SOAP ou en REST. Donc là, vous avez simplement une query language pour récupérer vos données, les formater et récupérer uniquement ce que vous voulez, sans filtre, sans rien. Donc c'est pour ça que ce langage-là est très intéressant, mais malheureusement, il est un petit peu en dehors il est un petit peu en dehors du scope de ce cours-là, et malheureusement, assez inaccessible. Alors, donc comme vous en doutez, on va utiliser le principe qui est le plus utilisé, donc REST. Donc ça va être quoi REST? Ça va être le principe le plus déployé, utilisé par absolument tous les sites. Donc tous les sites intègrent une API au moins REST. Ensuite on peut avoir du GraphQL ou du SOAP pour les plus vieux. Donc on va avoir énormément de ressources sur Internet pour apprendre ces principes et une grosse communauté derrière pour répondre à toutes vos questions si jamais vous avez des erreurs. REST est supporté aussi pour la plupart des frameworks, donc comme on a pu le voir en créant des petites routes sur Express. Mais il y a une chose aussi qui va être importante, c'est que vous allez être peut-être la génération qui va migrer toutes les API REST en GraphQL. Donc c'est important de connaître déjà les principes du REST avant de pouvoir les migrer. Et en plus, vous avez toutes les compétences pour vous servir de ces API REST dans votre AngularJS qu'on a vu l'année dernière. Donc, bien sûr, comme tout standard, c'est un standard. On peut aussi ne pas le respecter. Mais ne pas le respecter, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des choses
comme celle-ci. On va avoir des verbes dans l'URL. Donc, ce qu'on ne veut pas forcément en REST, parce qu'on veut être le plus nominal possible, d'écrire des ressources et pas d'écrire des actions. Donc, avoir ce genre de choses, on voit qu'il y a un début de principe REST ici, mais on voit des URL comme celle-ci, par exemple. Get dog on with dogs. Donc, on a des URL à rallonge qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. On est sur des principes REST, mais c'est du REST mal implémenté. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas à faire, qu'on soit d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'architecture précise. Si on revient, on ne peut pas dire, eh bien, au sein de dogs, je vais retrouver mes chiens. Parce qu'en haut, il y a getDogs, et tu vas avoir plusieurs d'autres fonctions comme ça, ce qui va peut-être amener le développeur à recréer d'autres fonctions qui font exactement la même chose. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des verbes dans l'URL. Il va y avoir get, post, create, delete, et ça, c'est des choses qu'on ne veut pas faire. En REST, on n'a absolument pas le droit d'avoir des verbes à ce niveau-là, parce que ça induit l'utilisateur en erreur. Si jamais on a un delete alors que c'est une requête de type get, de petite get, eh bien forcément l'utilisateur va se trouver un petit peu perdu. Donc on se concentre uniquement sur les noms. On va aussi avoir une irrégularité dans les paramètres. Si on voit ici, on va utiliser ID, ensuite on va utiliser name, on va utiliser owner. Donc il faut standardiser et vraiment rester sur la même chose au niveau de vos paramètres que vous passez à ce niveau-là. Donc il manque un petit peu de texte, mais ici, avec ce type d'URL là et d'API REST, on retombe vraiment dans les travers de SOAP, ce qu'on ne veut pas forcément. Parce que REST a été créé pour changer ça et créer quelque chose de plus simple et plus intéressant pour le développeur. Donc, on va se retrouver maintenant pour les concepts de base au niveau de REST. Donc REST, bien implémenté, c'est seulement 2 URL par ressource. Donc ces 2 URL, ça va être quoi? Ça va être une URL pour récupérer une collection. Donc ici, par exemple, on va avoir la collection chiens, qui va nous permettre de récupérer tous les chiens. Et pourquoi, à votre avis, on utilise ça au pluriel? Voilà, parce qu'il y en a plein. Ici, on vient d'écrire une collection. On ne vient pas d'écrire une ressource. Si vous voulez, c'est une collection de ressources. Est-ce que c'est bien compris pour vous? Ensuite, on va voir la deuxième ici. Donc, qui va permettre de récupérer un élément spécifique au sein d'une ressource. Donc là, on va venir chercher le chien beau à l'intérieur de tous les chiens qui existent dans la base de données. Donc là, vu qu'on vient chercher une simple ressource, pourquoi on garde dogs avec un S? À votre avis? S'il vous plaît, j'entends pas. Oui. Exactement. Parce que beau va être une ressource de dogs. Dogs qui est une collection, du coup, on garde toujours ce même principe. Et en plus, ça va nous permettre, logiquement et visuellement, de déterminer que beau appartient à dogs. Donc, beau est enfant de dogs, tout simplement. Donc, REST est fait pour être vraiment très explicite. Donc, en lisant les URL, vous devez être capable de savoir sur quoi ça agit. Donc, est-ce que ça vous semble pas un petit peu trop simple, ces principes de base? Donc, comme je disais juste avant, dans les concepts de base à retenir vraiment, c'est que les ressources en REST sont définies
par des noms. Donc comme on l'a vu ici, dogs, si on avait cat, ça aurait été cats. Et si on aurait eu employees, ça aurait été employees. Donc on vient toujours décrire la ressource par son nom. Et si c'est une collection, on la met de préférence au pluriel. Je vais vous laisser prendre 10 minutes de pause. On se revoit maintenant à 11h30. Ouais, bah vous revenez à 30. S'il vous plaît. Tout le monde est revenu ou pas? Tant pis pour eux. Excusez-moi. Donc je sais que ce cours est un petit peu plus chiant que les autres, mais j'ai pas le choix, il faut faire un petit peu d'académique et pour voir le reste, j'ai pas le choix de faire mieux. Donc aujourd'hui ça va être chiant, ça va être long, mais on va faire avec parce que c'est important. Alors, donc maintenant, c'est par rapport au t-shirt. Alors maintenant qu'on a vu le reste, on va voir un petit peu les verbes HTTP et leur rôle en REST. Donc, en REST, on va avoir pas 2, mais 4 différents moyens d'utiliser les verbes. On va avoir le verbe get qu'on a déjà vu, le verbe post qu'on a déjà vu, et 2 petits nouveaux qui vont nous permettre de décrire 2 nouvelles choses. On va voir le put et le delete. Donc voyons déjà le rôle du get. Donc est-ce que vous connaissez les concepts du CRUD? Donc create, read, update, delete. Est-ce que vous avez vu ça un petit peu? Voilà. Donc le CRUD ça va être créer une ressource. Donc C, read, lire une ressource. U, update la ressource. Et D, supprimer une ressource. Ça va être les 4 actions qui vont nous permettre de venir gérer une ressource. Donc ici, pour le premier, donc get, on va venir utiliser le read, comme on avait défini auparavant. Donc, ici, on peut voir une implémentation de ce que va faire read au sein des 2 URL que je vous ai présentés il y a quelques minutes. Donc le premier va récupérer tous les chiens présents dans la base de données et le second va récupérer les informations du chien s'appelant Beau. Donc sur ces 2 URL, le verbe get va normalement effectuer ces 2 actions-là.
En tout cas, c'est ce qu'on attend quand on intègre les principes REST. Ensuite, on va avoir le verbe post, donc comme on l'a vu, qui consiste à créer une ressource. Et donc sur le post, on va pouvoir ici, au niveau des dogs, si on envoie des données, ça va vouloir dire, on va vouloir venir créer un nouveau chien dans cette collection. Mais par contre, si j'envoie un post, au niveau d'un chien, erreur. Est-ce que vous savez pourquoi on va lever une erreur à ce niveau-là, en termes de logique? Exactement. Ce qui va se passer, c'est que si on fait un post à ce niveau-là, on va vouloir dire, on va créer un chien à l'intérieur de la collection chien qui s'appelle beau. Alors que ce qu'on avait vu, c'est que la collection elle se situe juste en dessus. Donc ici, c'est une erreur logique de vouloir faire ça. Donc forcément, on va lui renvoyer une erreur. Ou en tout cas, le cas ne sera pas géré. Peut-être une erreur 404 lui sera renvoyée. Donc en toute logique, le post va affecter seulement une seule URL. On va ensuite avoir le put. Donc le put qui correspond à une mise à jour des données. Donc sur la collection, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir mettre à jour plusieurs chiens selon ce qu'on a renseigné au sein de notre put. Et sur un seul chien, on va venir mettre à jour seulement si le chien existe. Donc on ne vient pas le créer ou on ne vient pas faire autre chose parce que ça, c'est le rôle de post. Donc vous commencez à voir un petit peu le schéma qui se met en place. C'est qu'avec la combinaison des routes et des verbes, on vient donner à notre API des comportements bien spécifiques et bien isolés entre les uns et les autres. Ce qui nous permet d'éviter d'avoir des erreurs ou des incompatibilités avec les autres. Ensuite, on va avoir le verbe delete. Le verbe delete, il va nous permettre, comme son nom l'indique, de supprimer une ou plusieurs ressources. Donc, si on applique sur dogs, forcément, ça va supprimer tous les chiens à l'intérieur de la base de données. Une petite variation à ça, généralement qu'on utilise, c'est que on fait passer au sein de delete un petit objet nous permettant de définir les ressources qu'on a envie de supprimer. Et ensuite, on va avoir la deuxième URL qui supprime simplement le chien qui est renseigné au sein de l'URL. Donc là, on va venir supprimer le chien beau. Donc, vous allez me dire, c'est très bien ce qu'on a vu. Mais si on a plusieurs ressources à gérer et que ces ressources-là, elles sont liées les unes aux autres, comment est-ce que ça va se passer? De la manière suivante. Par exemple, si les chiens ont un maître, les maîtres, ça va être une ressource. Et donc, ça va s'afficher comme ça. Donc ici, on va pouvoir avoir owner. On récupère un owner spécifique, par exemple Monsieur Poulpe. Et ici, on va venir récupérer tous les chiens de Monsieur Poulpe. Donc, on vient ici combiner les ressources l'une après l'autre pour arriver à avoir ça. Ensuite, on va avoir récupéré la ressource d'une collection à la sein d'une autre. Donc on va avoir owner. D'ailleurs, ici, il y a une erreur. Est-ce que vous la voyez? Exactement. Owners aurait dû prendre un S. Et donc, à ce niveau-là, pour récupérer un seul chien, en passant par Monsieur Poulpe, on peut aller owner, Monsieur Poulpe, dogs, Gordon. On aurait très bien pu le faire autrement. Et bien dire par exemple, je récupère les chiens et je viens chercher Gordon. Mais là, à ce niveau-là, rappelez-vous, le but c'est d'être le plus explicite possible. Donc on vient très clairement exprimer qu'on veut récupérer le chien de Gordon de Monsieur Poulpe. Est-ce que c'est à peu près compris pour tout le monde? Donc,
Très bien, maintenant on a lié différentes choses, mais qu'est-ce qui se passe si moi je veux récupérer dans ma collection uniquement les chiens qui sont roux? Comment est-ce que je fais? Je peux pas. Je suis obligé de récupérer tous les chiens pour l'instant et de les trier en fonction qu'ils soient roux ou pas. Donc pour ça, voilà, c'était la question que j'aurais dû mettre avant. Excusez-moi. Donc pour ça, est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça? Est-ce que ça fait sens pour vous de faire quelque chose comme celle-ci? Pourquoi ça ne fait pas sens? Voilà. Parce que là, on vient d'écrire quelque chose qui s'appelle Red. Donc un chien qui s'appelle Red. On va peut-être en avoir un, mais on va récupérer un seul chien. Et c'est loin du comportement qu'on voulait. Donc, c'est pas terrible pour nous et pour l'utilisateur. Ça va, je vous l'ai pas mis à 12h30, hein, juste avant de manger. Alors, et pourquoi on ferait pas ça? Eh bien, comme je vous l'expliquais avant, ça crée un conflit au niveau du design d'architecture. Qu'est-ce qui se passe si on appelle un chien Red? Est-ce qu'il va appeler le chien Red ou est-ce qu'il va appeler les chiens de type roux? Qu'est-ce qui se passe quand on veut plus de filtres? Je veux tous les chiens qui sont au parc, je veux tous les chiens qui sont en train de courir après un écureuil. Eh bien, je suis obligé de les chaîner de cette façon-là, ce qui donne quelque chose qui n'est pas du tout harmonieux et qu'on ne veut pas du tout. Et donc, faire ce genre de choses, si vous vous rappelez bien, ça ne correspond pas au principe des deux URL qu'on a vus il y a quelques minutes. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour créer ça? Est-ce que vous avez une petite idée de comment faire passer des paramètres dans une URL? Non, pas forcément du JSON. Dans une URL directement. Faire passer des paramètres. Le plus fort? Exactement. On va utiliser au sein du HTTP qui s'appelle des URL parameters. Ces URL parameters, elles se cachent derrière un point d'interrogation. Et ces URL parameters, elles vont vous permettre de définir des variables qui vont pouvoir être récupérées au sein de votre API. Donc ici, on peut venir donner des données supplémentaires à notre API REST, disant que je veux les chiens de couleur rouge et qui sont en train de courir. Et donc là, on ne vient pas du tout modifier notre design architectural. On vient juste, s'il vous plaît, on vient juste ici définir des paramètres supplémentaires pour notre recherche. Donc ce qui donne des choses qui sont très compartimentées et on ne retrouve pas la même chose qui fait des choses différentes. Donc vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on veut quelque chose, donc ici les dogs et ensuite les paramètres, ils sont écrits d'une manière différente. Ensuite, donc si vous créez votre produit et qu'un jour, peut-être, il a son succès, vous allez forcément devoir versionner son API. Parce que, qu'est-ce qui se passe si jamais, vous décidez de créer une V2 et vous commencez à modifier un petit peu toutes les routes REST que vous avez créées auparavant. Qu'est-ce que ça va créer comme problème? Personne ne voit ce que ça va créer? Modifier les routes REST en production? Voilà. Ça va venir absolument gêner toutes les personnes qui ont fait une intégration de votre API REST. C'est-à-dire que vous avez complètement pété toutes les choses. Donc pour faire ça, il faut versionner. Donc est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le principe du versionnage? Le principe, qu'est-ce que versionner? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que versionner? Pas que ça. C'est avoir plusieurs versions qui tournent en même temps.
Pas nécessairement. En fait, versionner, dans sa version la plus simple, ça détermine juste de dire je fais une version qui est déterminée à un temps donné dans le développement. Je vais avoir ma V1 et ma V1, elle ne va pas changer. Le but de ma V1, c'est de rester pratiquement la même sans introduire de changement bloquant pour l'utilisateur. À partir qu'on va avoir un changement bloquant, donc c'est-à-dire qu'on modifie une structure, on va modifier quelque chose, et bien là, on va s'orienter vers une nouvelle version. Donc on n'est plus sur la V1, mais sur la V2. Donc, à votre avis, ce principe de versionnement, on va le mettre comment? À quel endroit dans notre URL? Devant, derrière, en paramètres? Dans le header? Vous avez pas d'idée? Qu'est-ce qui fait le plus de logique? Qu'est-ce qui est le plus logique selon vous? Donc on a le header ici, on a devant. Et bien effectivement, ce qui fait le plus de logique, c'est de le mettre devant. Parce qu'en header, on ne va pas être assez explicite. Il va falloir venir chercher dans la requête, venir voir à quel niveau, quelle requête, quelle version il veut requêter. Et donc ça, c'est pas super intéressant. Si on l'aurait mis en paramètres, eh ben, on aurait peut-être pu le confondre avec un filtre. Alors que là, quand il est devant, eh ben, l'utilisateur ne peut pas se tromper. Il voit forcément qu'il est sur la V1 et qu'il va query la V1. Si on l'aurait mis tout au bout de l'URL, eh ben, on aurait été obligé de lire toute l'URL pour trouver la version. Donc la mettre devant, c'est le système le plus efficace. Donc là, si jamais on a besoin d'une V2, ici, ce sera V2, dogs et beau. Donc est-ce que c'est bien compris pourquoi on va vouloir venir versionner notre URL? Donc est-ce que nous, dans nos exercices, on va devoir venir versionner notre URL ou pas? On va devoir venir versionner notre URL dans l'exercice ou pas? Oui ou non? Oui. Effectivement. Souvent, prendre des mauvaises habitudes, c'est des habitudes qui restent. Donc autant dire qu'une habitude qui reste est très difficile à chasser. Donc autant commencer les choses bien dès le début et venir versionner nos routes au niveau de notre API. Donc, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice à l'utilisateur, ce versionnage? Eh bien, il va être sûr qu'il va être sur une version stable, qui n'est pas destinée à changer du jour au lendemain, où seulement des fixes ou des améliorations mineures vont pouvoir être appliquées à leur code, sans jamais, à l'API, sans jamais que eux soient concernés par ça. Eux, ils vont toujours venir récupérer les données de la même façon, et ça ne sera absolument jamais tombé. Donc, en plus, pour l'utilisateur, comme je l'ai dit, c'est une identification claire de sa version qu'il va devoir utiliser. Donc, pour la documentation, encore mieux. Ensuite, on va voir le format de retour de notre API. Pourquoi on voudrait avoir des formats de retour différents? Parce que vos différents clients, ils vont avoir des besoins différents. On ne veut pas en fait se retrouver dans le cas du SOAP où on va être bloqué sur du JSON ou du XML. Parce qu'il y a des nouveaux formats plus performants qui sortent d'année en année. On va peut-être pouvoir l'utiliser plus tard. Donc comme on ne veut pas être bloqué là-dessus, on va venir le décrire au sein de notre source. Donc selon vous, qu'est-ce qui est mieux pour venir décrire le type de données qu'on va vouloir? Donc vous avez l'option 1, 2, 3. Donc selon vous, qu'est-ce que vous utilisez?
qu'est-ce qui serait le mieux selon vous? C'est une kippa sur le tarmac le 31 décembre, c'est ça? Donc pour vous, c'est quoi la mieux? Qui c'est qui pense que c'est la 1? La 2? Ok. Et la 3? Ok. Qui ne pense pas. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas, visiblement. Alors, théoriquement et académiquement, le mieux, c'est le header. Parce que application, le content type a été créé en fait pour ça, pour venir décrire le type de contenu qu'on va vouloir envoyer et qu'on va vouloir recevoir. Et du coup, ça, c'est la meilleure méthode, académiquement parlant. Par contre, en termes d'utilisation, c'est l'une des pires, parce qu'à chaque requête, à chaque fois, on va devoir venir mettre notre petit header en place pour être sûr et certain qu'on va recevoir du JSON. Donc, ça fait du code en plus, des choses à écrire en plus, des choses à penser en plus. Et donc, forcément, quand on est à ce niveau-là, c'est pas très intéressant. Donc, la méthode la plus pratique d'utilisation, ça va être la seconde. Pourquoi est-ce qu'on va prendre la seconde? Tout simplement, parce que si on repense un petit peu à ce qu'on a fait avant, les ressources, elles sont décrites sous forme d'URL avec des slash. Les filtres, on va les avoir en termes de paramètres URL. Et ensuite, le format, on va l'avoir sous forme d'extension. Au moins, à chaque fois, on a un moyen très différent et isolé de venir dire eh ben, je veux telle donnée de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que la deuxième est mieux, parce que c'est le plus explicite, tout simplement. Parce que la première, on pourrait tout simplement confondre type avec, par exemple, un type de chien, ce genre de choses. Alors qu'avec .json, on est sûr que c'est au niveau du format, à ce niveau-là. Alors, tout. Et donc, par contre, au sein de nos API qu'on va créer, on ne va pas forcément avoir besoin de faire ça, parce qu'on va travailler essentiellement avec du JSON. Mais par contre, c'est bien de le savoir. Juste ça. Donc, on va passer au sujet qui fâche. L'examen. Comment je vais devoir vous noter? Au hasard, à la tête? Donc, pour le sujet, vous allez voir, je ne me suis pas cassé la tête, mais c'est ce qu'on appelle un master details. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Alors, ça a l'air super stylé, mais c'est franchement très classique. Le principe, ça va être d'avoir des collections à gérer, pouvoir afficher ces collections dans le détail, pouvoir les mettre à jour et les supprimer. Donc c'est ça le principe du master details. C'est l'exercice de base, typiquement la to-do list ou ce genre de choses, pour venir prendre en main un framework. Donc là déjà ça vous saoule. Donc je vous présente Monkey Manager 3000. Donc, le but de Monkey Manager 3000, ça va être de venir gérer des singes, gérer des enclos. C'est ça. Est-ce que vous êtes des animaux? Non. Donc, comme je vous ai dit, le but de ça, ça va être de faire un master details sur chaque
ressources. Donc la ressource singe et la ressource enclos. On va pouvoir venir les lier entre elles. Parce que ça fait sens de pouvoir dire, ben, je mets tel singe dans tel enclos. Et bien sûr, on va pouvoir récupérer ces informations-là au niveau du site web. Donc, dans un premier temps, ça va être de faire un site web comme celui-là. Et ensuite, de venir créer l'API REST pour récupérer ces données-là. Donc, bien sûr, il sera développé en Express avec du templating Pug, seulement pour la partie non REST, la partie site web classique. Donc, on doit enregistrer les données dans une DB, comme ce qu'on a pu voir sur le TP avec la base de données. Donc, vous inquiétez pas, la correction arrive. On va devoir respecter les principes REST que je vous ai présentés aujourd'hui. Et on va devoir utiliser un petit peu les méthodes ES6 qu'on a pu voir en cours, type classe, voilà, ce genre de choses. Donc bien sûr, comme l'année dernière, on va avoir deux types de niveaux. On va avoir le niveau simple qui vous permet d'avoir 10, qui vous assure vraiment la base. Le niveau avancé qui vous permet d'avoir une note supérieure, ainsi que des bonus qui vont permettre d'accéder à la note maximale. Ils viennent après. Donc, les classiques bonus, ça va être avoir un site qui est à peu près joli. Donc, que je ne me retrouve pas avec du HTML tout simple. Donc, bien sûr, tous ces bonus confèrent un point supplémentaire. Ajouter un système de compte, d'avoir d'authentification, qu'on puisse créer un compte, se connecter et venir gérer les différentes ressources. On va aussi pouvoir mettre une photo du singe. Donc, si vous arrivez à implémenter le fait qu'on a un singe, une photo du singe à l'intérieur de sa fiche, vous allez avoir un point supplémentaire. Et vous allez aussi pouvoir avoir les méthodes ES6 non vues en cours. Donc, si vous faites un petit peu de recherche par vous-même et que vous exécutez dans votre code des choses qu'on n'a pas forcément vues en cours, eh bien, ce sera un point bonus pour vous. Donc, j'ai pas encore dit. Donc, pour tout ce qui va être des modalités, pour retrouver la fiche permettant, oulala, je me suis perdu. Donc, la fiche qui résume tout ça, elle est au niveau de votre ENT, tout en bas, dans le devoir. Vous allez avoir fiche d'examen qui va vous récapituler un petit peu tout ça, les bonus et ce que vous allez devoir faire. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Est-ce que vous avez quelques questions? Oui. Ça rentre pour fin décembre, la dernière semaine. Oui. C'est en groupe de 1 ou 2, maximum. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être dans le même TP. C'est même peut-être plus intelligent. Parce qu'on va avoir 2 TP où vous allez commencer à développer votre projet et je serai là pour vous aider. Donc si vous n'êtes pas dans le même TP, ça fait 4 TP. Donc bien sûr, cette seule note constituera votre seule note de l'année. Donc autant pas se louper. Et j'avais oublié un petit peu quelque chose, c'est que ce site-là va devoir être hébergé. C'est pas une archive à m'envoyer. Enfin, si vous aurez une archive à m'envoyer, pour que je vérifie votre code, mais votre site va devoir tourner sur quelque chose de live sur Internet. De quoi? Oui. Non mais de toute façon, on aura un petit TP pour montrer comment est-ce qu'on déploie un site web et qu'on le relie à sa base de données. Donc pour ceux qui ont fait le TP en premier, cette structure, ce sera Clever Cloud. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous vous sentez confiant ou inquiet? Donc, pour l'instant, on a vu toutes les... S'il vous plaît.
Pour l'instant, on a vu toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour développer votre site web. Et là, on va passer à la seconde partie de ces cours où on va se focaliser plus sur de l'API et du REST. Donc, dès à présent, vous êtes capable de développer votre site internet. L'API REST viendra après. Commencez tôt, c'est un travail qui va être long. Vous avez 33 jours, ça devrait aller. Oui. Mais après, ça, c'est pas mon problème, malheureusement. Allez. Bon. Merci de votre écoute.